Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, une vidéo podcast, si on peut dire, autour d'un commentaire que m'a envoyé un utilisateur, Madcoin, avec un commentaire assez pertinent. Et surtout, c'est l'occasion de faire cette vidéo. Depuis longtemps, je voulais vous la faire. Et donc, qui dit, je me posais une question sur un point qui n'a pas été abordé. C'était dans le cas de ma vidéo de comparaison des imprimantes sous les moins de 500 €. Et je précise d'emblée qu'il ne s'agit pas d'un avis personnel, mais de retour entendu de la part de un ou deux influenceurs francophones. Cela concerne Anycubic et leur suivi après-vente. Ils auraient tendance à ne pas corriger les problèmes connus de leur machine et abandonner la génération précédente dès qu'une nouvelle sort, voire à proposer la correction d'un défaut existant comme argument de vente pour le modèle suivant. Il est évidemment normal de pas sur un support sur 10 ou 20 ans, mais là, il semblerait que les délais soient particulièrement courts. Ce n'est pas non plus une simple rumeur puisque c'était mentionné par des créateurs de contenu. Est-ce la réalité? Est-ce exagéré? Honnêtement, je ne saurais le dire. Cela dit, si c'est avéré, ça me semble important à soulever car ce genre de pratique peut clairement faire pencher la balance dans un choix d'une machine plutôt qu'une autre. Et c'est justement là où votre expérience et vos tests sur la durée pourraient apporter une réponse concrète. Alors là, comme je disais, c'est vraiment une excellente question et en fait, il y a différents points à aborder par rapport à ce sujet. Le premier, c'est le côté, vous l'avez un petit peu dans le titre, c'est le low cost. Voilà, c'est des machines low cost. On va parler de tout ce qui est la logistique, les prix, etc. pour ensuite aborder aussi le sujet finalement de support technique qui est quand même un point relativement important. Bref, pas mal de sujets vraiment variés autour de cette question pertinente de la durée de vie finalement de nos imprimantes 3D. Je vous le dis dès maintenant, ce sujet-là finalement touche quasiment toutes les marques d'imprimantes 3D, mais touche aussi quasiment toutes les marques d'imprimantes 2D, les drones vous pouvez acheter, etc. Finalement, tous les produits grand public de grande consommation, et encore, même des produits plutôt professionnels. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que là, on mentionne une marque, Anycubic, on parle de un ou deux influenceurs francophones. Je n'ai aucune idée de qui ça peut être et j'ai aucune idée des vidéos, etc. Là, en plus, on parle, je vous disais, d'une marque, Anycubic. Donc, je vais rebondir sur pas mal de marques au fur et à mesure. Alors, déjà pour dire que oui, je suis d'accord avec ce qu'ont dit effectivement ces collègues influenceurs autour des marques, mais pas forcément que Anycubic. C'est-à-dire oui, les marques, les imprimantes 3D, et donc on va rester sur l'imprimante 3D dans le cas présent, effectivement, dès qu'elles sont sorties, il y a zéro évolution. Le matériel, il est figé. Éventuellement, vous avez quelques mises à jour du micro-logiciel pour corriger des bugs, voire apporter des petites améliorations au niveau de la machine, gagner un peu en vitesse, en stabilité, peut-être une fonction, je sais pas, les ventilateurs moins bruyants, mais ça reste relativement léger. Sans compter que, en plus, vous avez des marques où la durée de vie d'une machine est relativement courte. Éventuellement, à une époque, il y a des machines, la durée de vie, c'était 6 mois. 6 mois avant qu'une génération suivante arrive. Thomas, c'est vachement court tout ça. Oui, c'est vachement court. Je suis de la génération qui a vu ces imprimantes 3D arriver sur le marché. Je m'intéresse à l'imprimante 3D avant que ça soit, on va dire, soit arrivé en version open source. J'ai connu l'époque où c'est que des imprimantes 3D industrielles hors de prix. Et à ce moment-là, les problématiques étaient quasiment aussi équivalentes, honnêtement. Ce qui veut dire que une marque, on va rester sur Anycubic. Là, avec la Cobra X, machine qui vient de sortir, multicouleur, etc., équivaut 269 € au moment où j'ai fait la vidéo, prix de lancement. Déjà, 269 €, faut pas oublier un truc, on va arrondir à 270. C'est un prix TTC. Donc déjà, vous devez enlever à ce prix TTC 20% de TVA pour nous en France. Ce qui veut dire que on est à 54 € de TVA. Donc vous voyez, tout d'un coup, on est à 216 €, plus ou moins 215 € la machine hors taxe. Donc vous voyez, tout d'un coup, le prix baisse. Nous, effectivement, grand public, on paye 269 € quand on n'est pas un professionnel. Mais la réalité, c'est que la marque, déjà, on est plutôt à 200 et quelques. Vous rajoutez les frais de transport de la marque, les frais d'emballage du carton qui va être du jetable, etc., la manutention pour aller de l'usine jusqu'à l'aéroport, le porte-conteneur et tout, du porte-conteneur, le camion qui va arriver jusqu'à l'entrepôt, la distribution, voire par-dessus Amazon, le revendeur, etc., déjà, il reste plus grand-chose
et on ne prend même pas en compte les coûts de fabrication, de matières premières, de R&D, qu'on trouve que la R&D soit avancée ou pas avancée, etc. Il y a quand même de la recherche et du développement. Les coûts de fabrication, même les coûts de faire un truc bête. Vous prenez la Cobra X, le capot qui est devant sur la tête de l'imprimante. Ce petit capot qui est juste pour un côté décoratif. Et ben pour ça, il faut faire un moule pour faire de l'injection plastique. Ce moule-là, vous allez faire la pièce, le master si on peut dire, vous n'allez pas le faire du premier coup. Vous allez faire pas mal d'itérations déjà au niveau de la pièce. Pour tous ceux qui ont fait de la modélisation 3D avec des logiciels comme Fusion, SolidWorks, etc., vous savez bien que votre prototype, en règle générale, du premier coup, il marche pas. Vous allez devoir faire différentes versions, vous rendre compte que le plastique, il est trop fin, un problème de tolérance, un trou qui est mal placé, etc. Donc tout ça, rien que pour un petit capuchon de protection d'une tête d'imprimante qui est juste de l'esthétique, vous avez un coût non négligeable. Multipliez ça par toutes les pièces de la machine, vous commencez à avoir des dépenses. C'est pour ça que souvent les cartes mères continuent d'une génération à l'autre, ou pourquoi des fois dans les machines, ils vont enlever un truc et tout. Les marques sont à la recherche perpétuelle d'optimisation des coûts. Parce que cette machine qui était donc à 215 €, on va dire hors taxe, ça se trouve, le coût en sortie d'usine est peut-être de 150 €. Je dis une bêtise, mais c'est 70 € entre les frais et les machins. Peut-être que j'en suis loin, mais et peut-être que j'en suis pas très très loin. Donc tout ça, déjà vous arrivez à 150 €, vous enlevez tous les coûts de matières premières, de machin, les sous-traitants qui bossent pour vous, la R&D, le personnel, le marketing et tout, ça se trouve il leur reste, je sais pas moi, 10 € de marge sur une machine. Mais peut-être qu'il en reste que 3 € sur une machine comme ça et que les marges est pas gigantesques, c'est le volume qui va jouer. Pourquoi j'utilise ce mot volume aussi? J'ai à côté de moi, un petit peu hors champ, la Century Carbone première génération, donc des Lego. Machine extraordinaire, pareil, Core XY, fermé, tout ça, low cost. Machine à un prix franchement dérisoire par rapport à ce qu'elle propose comme fonctionnalité. Je vais faire une anecdote tiens, par rapport à un ventilateur, je ne sais pas l'oublier celle-là. Mais là, cette machine-là, il y a une différence entre la 1 et la 2. Le design est quasiment pareil, c'est-à-dire ils ont tout réutilisé. En fait, non, il y a plein de trucs qui ont vraiment changé. Exemple sur le côté ici, j'ai une plaque de protection, enfin d'accès à la machine. J'ai au total 8 vis sur le dessus. Sur la Century Carbone 2, qui a pourtant le même capot, il n'y a plus 8 vis. C'est une plaque, entre guillemets, qui se clipse. Pourquoi c'est important ou pas important? Pour nous, un truc vissé, c'est plus sympa, même s'il y a plus de vis à enlever, ça fait plus qualitatif ou ce que vous voulez. Mais pour un Mac, c'est 8 vis. Multiplié par l'autre plaque de l'autre côté, on est à 16 vis. Si la vis, elle est à 2 centimes ou peut-être 1 centime, je sais pas quels sont les prix des vis, bon, j'imagine peut-être plus faible que ça, mais 16 vis multiplié par le nombre de machines que vous pouvez vendre, ça commence à faire de l'argent. Vous prenez une machine, par exemple, comme la Bambu Lab A1. Bambu Lab a annoncé avoir vendu plus de 1 million d'imprimantes 3D Bambu Lab A1. C'est quand même un prix qui est délirant. S'ils arrivent à gratter 1 € dans les coûts à droite, à gauche, de l'emballage, la mousse à l'intérieur, la vis ici, le bout de plastique va être optimisé, de gratter un truc à droite, à gauche et tout, 1 € d'économiser sur 1 million, c'est 1 million d'euros économisés. Donc si vous passez à 2 € d'économiser par machine, vous êtes à 2 millions, c'est vite exponentiel. Si votre imprimante, vous en vendez 10, c'est insignifiant. Mais vous êtes sur des volumes très très importants, ça va être gigantesque. Donc les marques optimisent au maximum les machines pour que ça leur coûte le moins d'argent possible. Ils vont gratter sur les matériaux et tout, mais ça veut dire qu'ils vont aussi optimiser la chaîne d'assemblage, les moules, etc. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait un moule, et quelqu'un veut dire « Ah ouais, mais il y a ce problème-là, ça aurait été bien qu'il y ait un trou ici pour le faire et tout », ils vont pas forcément changer le moule, parce que c'est changer les trucs, c'est changer le process. S'il y a une petite, je sais pas, excroissance d'une forme, c'est peut-être éventuellement changer les process d'emballage, ça leur coûte super cher. Ce qui veut dire que la machine, dès qu'elle est validée, les pré-séries sont validées, ont été corrigées en petits exemplaires, ils passent en gros volume, et là, mis à part exception catastrophique, ils vont pas changer leur process. Donc oui, la machine, elle est figée. Je reviens sur les coûts parce que je pensais au ventilateur. Échange avec notamment Nicolas de Yumi. J'ai fait une vidéo sur cette imprimante, pareil, multicouleur jusqu'à 12 couleurs, Benslinger, etc. Machine qui est en train de pas mal avancer en production, ce que j'ai entendu. Nicolas m'expliquait un point par rapport au ventilateur. Il y a plusieurs ventilateurs dans la machine. Les machines de fabrication de ventilateurs sont saturées parce que les petits ventilateurs qu'on a à la noix dedans, en fait, il y a plein de machines qu'on a besoin. Donc, vous avez besoin d'un ventilateur un peu particulier
bah, déjà, vous êtes à la queue, etc. Donc, vous adapter. Et il me disait, c'est 1 € un ventilateur. 1 €, je dis, c'est que dalle. Mais ouais, quand vous avez 4 ventilateurs dans la machine, qui sont déjà identiques, c'est 4 €. Mais pour un peu que vous ayez un blower, un machin, c'est facilement 1,50 €, etc., un truc custom. Donc, vous êtes des fois sur des prix assez importants. Imaginez 4 € de ventilateur sur une machine à 400 €, c'est 1% du prix de la machine. Une machine que vous faites à 200 € de coût de revient, vous vous rendez compte? 4 €, vous êtes à 2% de la machine. Et juste pour des ventilateurs. Donc vous voyez, tout ça va très très vite. Et ça, on n'en a pas conscience lorsque nous, on voit la machine, on voit un prix, ouais, c'est la même que l'autre, machin. Ben, en fait, c'est pas toujours la même que l'autre. Et c'est pour ça qu'elles sont figées. Et c'est pour ça aussi que quand on reçoit une machine, et là, c'est plutôt moi l'envers du décor, il y a cette espèce de légende urbaine dans le monde du YouTube que les machines qu'on reçoit, elles sont vérifiées d'usine, machin, elles sont précalibrées, optimisées pour que nous, on ait la meilleure expérience possible. Alors, ça peut arriver dans certains cas lorsqu'on a des prototypes. Là, j'ai une machine, je peux pas le dire encore pour l'instant, je devais la recevoir et la machine, qui je vous dis, on parle de prototype de pré-série. Donc, on n'est pas sur une machine de gros volume. Attention, donc là, on sait que les machines vont arriver. Et donc là, finalement, on fait des bêta-testeurs, on teste les choses. Bah, il y a un problème sur la machine que je devais recevoir, donc ils doivent la fixer avant de l'envoyer. Donc ça va arriver. Mais quand, par exemple, je reçois la Max 4 que j'ai testée il y a pas très longtemps, cette Cobra X, tout ça, c'est des machines qui sont finales. Éventuellement, le micro-logiciel va s'améliorer. Et d'ailleurs, j'en ai parlé par exemple sur la Spark XY, la Spark, pardon, i7, excusez-moi, où la machine, je l'ai reçue, j'ai eu des galères, mise à jour du micro-logiciel, tout a été réglé. Mais le matériel n'a pas changé. J'ai reçu la Cobra X, vous l'avez vu dans la vidéo, modèle de pré-série, le modèle final. La seule différence de la machine, c'est juste deux bouts en plastique sur le dessus et la petite décoration sous l'écran pour faire un peu moins, j'ai fait une bambou là-bas. Mais le côté mécanique, matériel, le cœur de la machine, rien n'a changé entre la pré-série et le modèle final. Et le nombre de fois où j'ai des machines, où j'ai des galères, vous le voyez dans les vidéos, je vous montre quand j'ai des galères et tout, ou des choses qui font un peu branlant, tout ça, je sais que c'est définitif. Mais, surtout le plus important, je n'oublie pas que j'ai acheté une machine low cost. Donc, j'ai une machine qui vaut pas cher. J'achète une imprimante jet d'encre à 99 € ou 79 € à Carrefour en tête de gondole pendant le Black Friday avec une promotion à moins 25%. Je sais que j'achète un produit qui est jetable. Donc, c'est triste dans cette époque de pollution de machin. Mais voilà, vous achetez pas des produits qui sont réparables. Bah ouais, ils veulent gratter. Et puis, on veut plus de fonctions. Si vous voulez des caméras, des machins, etc., pour pas que le prix explose, parce que bah ouais, c'est super trop cher. La machine, tu te rends compte, elle a 600 balles, il y a une caméra, machin, en Full HD et tout. Bah ouais, parce qu'ils grattent ailleurs, ils n'ont pas le choix ils veulent pas tomber dans ce genre de choses. Parce qu'un point qui est non négligeable dans ce côté low cost, la concurrence, elle est ultra féroce. Les marques chinoises, c'est pas contre les marques européennes, il n'y en a plus. Bah, plus ça, mais on va dire c'est en dehors du game. Ces marques-là se tirent la bourre entre elles. Pourquoi, bizarrement, la Spark i7 est sortie maintenant en même temps que la Cobra X? Moi, à mon avis, ils sont tous voisins, ils savent ce qui se passe. Comme je vous le disais dans la vidéo sur la comparaison, la Bamboo Lab A1, elle a 2 ans et 2 mois. Donc, je sais pas, il y aura des informations que nous, on n'a pas. J'imagine que leurs oreilles doivent traîner à droite à gauche, mais c'est possible qu'on ait une Bamboo Lab, je sais pas quoi, qui va sortir dans pas longtemps. Donc, ils veulent sortir vite, sortir des machines pas chères pour prendre le maximum de place avant que les rouleaux compresseurs comme Bamboo Lab arrivent. Après, est-ce que la machine sera bonne, pas bonne, c'est autre chose, mais voilà. Donc, ils veulent gratter. Et là, Anycubic a fait fort en proposant une machine 100 € moins chère que les modèles, on va dire, équivalents, avec une machine de 69. Mais ils ont gratté partout. Donc ça, c'était vraiment le point important sur la machine. Donc oui, c'est normal, et ne vous étonnez pas, ce sera toujours comme ça a priori. Maintenant, le point que je voudrais aborder, c'est le sujet du support technique. C'est un sujet qui revient très souvent dans les machines et qui est dans la continuité du low cost. Bah ouais, vous achetez une machine low cost, faut pas s'étonner, le support technique sera low cost. Pourquoi je vous parle de ce point-là? Parce que j'ai une expérience dans le support technique. Depuis des années, je suis dans le monde du logiciel, j'ai toujours des places totalement différentes et j'ai toujours un attrait pour le support technique. Attention, j'aime pas faire du support technique, mais pour moi, c'est un moyen de tâter le pouls finalement autant de la communauté, des utilisateurs, des clients que vous avez, mais aussi des problèmes des machines, des produits, ce genre de choses. Je suis assez attentif parce que le support technique, souvent, est le seul contact qu'avoir quelqu'un avec un représentant, représentante de la marque. Mais le support technique, pour une société, et il y a différentes philosophies quand même, mais en général, c'est une catastrophe économique.
le support technique coûte une blinde. Pour vous donner une analogie, pour ceux qui le savent, j'étais donc avant, je dirigeais la société qui fait le logiciel Litchi Slicer pour l'impression 3D résine, et filaments, la librairie, etc. Donc forcément, il y a du support technique. L'abonnement du logiciel payant, je ne parle pas des clients gratuits qui peuvent, même s'ils n'ont pas le droit, le font quand même et les clients sont traités. Enfin, jusqu'à maintenant, il était traité comme ça. Quand vous ouvrez un ticket pour voir un problème, le temps d'ouvrir le ticket, de lire les quelques premières lignes, vous perdez de l'argent. L'abonnement mensuel, c'est 9,99 du logiciel. Vous enlevez donc les quelques frais de prestataire, de plateforme de paiement, de machin, il vous reste plus que 8 euros. Vous mettez les développements, les machins et tout, il vous reste plus que 2 euros de marge. Je dis des prix au pif parce que j'ai plus les prix du tout en tête des marges, mais pour dire qu'il reste pas beaucoup d'argent. La personne qui ouvre son ticket au support technique, rien que son temps, en termes de coût salarial, de charges, de machin et tout, vous avez perdu de l'argent. Si le ticket est compliqué, il y a 50 allers-retours, vous perdez pas que le mois de l'abonnement de la personne, vous perdez plus d'une année de l'abonnement de la personne, voire de 2 ou 3 clients pour un problème. Donc là, je parle de logiciel, mais c'est pareil pour une machine, parce que la machine, c'est pas une réponse à un ticket, etc. Des fois, c'est renvoyer une carte mère, renvoyer une pièce. Vous avez les frais de la pièce, les frais d'expédition, et le problème est le même. Vous renvoyez une carte mère avec des drivers, des machins, un truc, les frais d'expédition, le temps de traitement, le truc à droite, à gauche, eh ben, le peu de marge sur votre machine, vous l'avez perdu. Donc vous avez une machine low cost, vous avez un support technique low cost. Et ça, c'est quasiment sur toutes les marques. Moi, je suis assez à cheval sur le support technique parce que le support technique, un client qui est content et le support technique trouve des solutions à son problème, et bah ça va rendre un client heureux qui va dire bah le support technique il est cool ou qui va continuer à payer au niveau de la marque. C'est un choix. Mais des fois, il y a des gens qui disent je préfère perdre le client que ça me coûte trop d'argent au niveau du support technique. Donc, c'est vraiment des stratégies. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau du support technique, de plus en plus, il y a ces chatbots avec de l'IA, des machins, qui essaient de trouver la réponse au problème. Parce que très souvent, le gros des problèmes, 80% des problèmes, un coup de Google vous donne la réponse. Et un coup dans les FAQ, la documentation vous donne la réponse. Mais il faut effectivement écrémer ces 80%. Donc une machine à 260 balles, même à 500 balles, même à 1000 balles, le support technique coûte très très cher. Maintenant, il y a d'autres solutions, mais en général, les gens, même les professionnels, ont du mal à accepter ça. C'est de payer pour un support technique de niveau 2. Dans l'impression 3D résine, alors c'était le cas avant, je sais pas, c'est toujours le cas, j'ai pas regardé honnêtement, mais moi j'étais client de chez Formlabs, imprimante 3D plutôt haut de gamme, machine dont j'étais vraiment ultra content. J'ai eu la forme 1, la forme 1 Plus et la forme 2. Donc j'ai eu 3 machines différentes donc de la marque. Et Formlabs propose le support technique classique, on envoie un ticket, on a une réponse dans les 24, 48, 72 heures, des allers-retours, il y a une panne qui sort de garantie, c'est pour votre pomme, etc. Faut envoyer la machine à vos frais, tout ça. Je sais, je l'ai vécu, ce truc-là. Par contre, vous payez 900 balles par an, hors taxe. Vous avez un support technique avancé. Le support technique s'engage à répondre dans les 24 heures. Votre machine est en panne. Ils vous renvoient à l'époque, tout du moins, une machine en express de remplacement. Ils prennent votre machine et ils vont la réparer. Quand elle est réparée, ils vont faire le swap une seconde fois. Vous restez en gros 24-48 heures sans machine, sans marché. Bah ouais, mais vous payez pour un service qui sort finalement, c'est une garantie avancée. Donc voilà, c'est aussi un truc, on peut pas tout avoir. Et après, il y a des marques qui vont jouer sur la qualité du support technique. On prend Prusa, c'est des machines plus chères, ils mettent plus de moyens dans le support technique, dans la documentation, la communauté et tout. C'est un choix stratégique. Mais je ne peux pas blâmer une marque, et quelle que soit la marque, de faire ce genre de choses. Donc tout ça, il y a des coûts qui sont très importants et c'est du calcul. Encore et toujours, vous achetez du low cost et on ne peut pas s'attendre à avoir un service premium ou une évolution des machines avec des machines qui sont low cost. Parce que même une imprimante 3D comme une H2C par exemple, parce que je la vois derrière moi, de chez Bambu Lab qui coûte quand même 10 fois plus cher que donc une Cobra X, ce genre de machine, il y a plus de technologie, plus de choses, fabrication plus avancée, beaucoup plus de R&D qui est faite dans cette marque-là. Donc la marge est peut-être plus intéressante, bien sûr, mais qui n'est pas non plus mirobolante. Donc je m'attends à un support technique plus avancé chez Bambu Lab, mais pas non plus un support technique du niveau d'un support technique d'une marque avec une machine à 10, 20 000 balles. Je prends les graveurs laser, une analogie. Vous prenez une machine comme Xtool, j'en parle très souvent sur la chaîne. Effectivement, un P3, je m'attends pas. Pourtant, ça vaut quand même le pack complet 8000 et quelques euros. C'est une machine qui coûte cher. Mais vous prenez une marque concurrente comme Trotec, où la machine plus ou moins équivalente, pourtant qui aura beaucoup moins d'options, on est à 50 000 balles. C'est sûr qu'à 50 000 balles, je m'attends à quelqu'un au téléphone qui va me décrocher le téléphone, me parler en français et me trouver une solution à mon problème. Et que dans les moins de 48 heures, j'ai quelqu'un qui arrive pour réparer ma machine.
Mais on est sur 50 000 balles, 8 000 balles. J'allais dire, Thomas, 8 000 balles, c'est super cher. Maintenant, c'est quand même des machines qui coûtent cher, en R&D, en machin, etc. La P3, ça reste une machine chinoise low cost. Vous achetez du Made in China avec la mauvaise image. Et j'ai une expression, peut-être vous m'avez entendu des fois le dire, j'aime pas trop utiliser, mais pour moi, elle est tellement vraie. Acheter chinois, acheter deux fois, dans le sens, vous achetez du low cost, eh ben, des fois, vos machines, elles sont quand même pas top. Je touche du bois dans l'ensemble, vous l'avez vu quand même, j'ai des machines qui marchent bien dans l'ensemble, mais j'ai quand même des machines qui, des fois, sont catastrophiques. Il y a des machines que j'ai démontées quand même pendant certains tests, parce qu'elles étaient pas top. Voilà. Donc, n'oubliez pas ce truc-là. Voilà. Maintenant, il y a des marques chinoises qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres, mais qui ont aussi des problèmes de SAV, de machin. Vos machines, pas oublier, elles sont faites en série, elles traversent le monde entier, elles passent dans les mains de transporteurs. Mais des fois, dans des vidéos, j'ai des cartons dans des états, mais massacrés. La machine, elle prend un jeton. C'est de la faute de qui? Du transporteur? De la marque qui choisit le transporteur? Voilà, on peut toujours se renvoyer la balle. Donc, je cherche pas à dédouaner les marques quand je fais ce genre de vidéo. Le but est de vous faire comprendre qu'il y a des coûts pour tout. Et chaque optimisation va être importante. Je reviens juste à un point, parce que j'ai oublié de vous le dire. Pour la petite histoire, j'enregistre cette vidéo et ma caméra a planté, donc j'ai dû enregistrer cette vidéo-là. Dans les coûts d'optimisation, il y a le transport. Et le transport est un coût non négligeable, en fait, pour recevoir vos machines. Parce que nous, on est habitués au prix pas cher, etc., du frais d'expédition gratuit. Mais ça, c'est un coût qui est absorbé dans le prix de la machine, ou au moins partiellement. Et dans les optimisations, un truc que les gens ne savent pas en général, c'est l'optimisation des conteneurs. Oui, vos machines fabriquées en Chine, ou au Pakistan, en Inde, etc., en Thaïlande, il y a tous les bateaux qui font des allers-retours, etc., qui chargent des conteneurs. Vos imprimantes 3D arrivent donc dans des cartons. Eh bien, ces cartons-là sont ultra optimisés en général, de façon à ce que ça rentre parfaitement dans les conteneurs. Parce que votre carton, s'il est très très haut, moyennement large et pas optimisé, peut-être vous allez retrouver avec, je sais pas moi, 30 cm de vide sur le conteneur, sur le côté, et par exemple, je sais pas moi, 40 cm de vide sur le dessus. Le problème, c'est pas assez pour remettre des cartons sur le côté et le dessus. Sauf que un conteneur, c'est quand même relativement long. Je sais plus comment ça fait 20 mètres de long. Enfin, je sais plus quelle est la longueur. Enfin, c'est quand même très très long. S'il y a moyen de mettre un carton de plus sur le côté, fois la hauteur et fois la profondeur, ça fait tout de suite une quantité qui est ultra importante. Donc vos machines qui sont dans des cartons qui arrivent, les cartons ne sont pas faits comme ça au pif. Ils sont faits de façon à optimiser le poids, pas pour le conteneur, mais plutôt pour les camions, les machins ou les expéditions par les transporteurs X ou Y. Donc le poids est très important. Et donc la taille du carton. Parce que voilà, une rangée de gagnants en hauteur, c'est sur toute la largeur et toute la profondeur. Ça peut être 40 ou 50 cartons qui sont gagnés. 40, 50 cartons par conteneur multiplié par le nombre de conteneurs à la fin, c'est pas négligeable. Vous voyez, c'est vraiment une question d'optimisation et de coûts aussi financiers, ce qui fait que vous êtes un peu pieds et poings liés de subir ces machines-là. Non, en fait, il faut juste accepter que vous achetez des produits pas chers et en contrepartie, on a des choses qui sont pas forcément ultra qualitatives. Des fois, c'est un peu la loterie. Moi, cette Century Carbone 2, elle a bouffé plein de trucs pour l'instant. Là, je suis en train de bosser sur une petite vidéo pour un accessoire à mettre à l'arrière pour filtrer et tout. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a des machines, moi, elles marchent bien, puis du jour au lendemain, elles marchent plus. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai eu des galères, par exemple, avec la Prusa, je suis très content. J'ai démonté, remonté, j'ai pas trop le problème, elle marche bien. J'en sais rien. Voilà. Donc, c'est malheureusement les aléas. Bref, pour revenir à ce commentaire, et quoi que disent les influenceurs, oui, il y a quand même effectivement cette stratégie, vous n'aurez pas des machines évolutives. Et pour conclure justement sur ces problématiques-là, je reviens sur la Century Carbone qui se trouve à côté de moi. Vous le savez peut-être, Elego a annoncé au moment où ils ont sorti cette machine-là, ils l'ont sorti peut-être un peu trop précipitamment, mais que la machine serait multicouleur. Mais ils ont peut-être eu des problèmes X ou Y, je ne sais pas, mais peut-être en relation avec tout ce que je viens de vous expliquer, problème de fabrication, de changer les trucs, etc., où il faut une carte mère différente. Donc, ils sont engagés dans un truc de pouvoir rendre évolutive une imprimante 3D avec des options en plus. Ouais, mais c'est un fiasco. Là, on sait que ils l'ont annoncé de toute façon avec des photos, que ça arrivait, que toute la phase conception était terminée. J'imagine qu'ils sont en phase de testing à l'heure actuelle. Mais ils ont voulu rendre une machine, donc voilà, évolutive. Moralité, les reviews, moi le premier, la Century Carbone 2, c'est pas une mauvaise machine du tout, c'est plutôt une bonne machine. Mais une machine qui aurait dû sortir avant, qui maintenant a une réputation, pas de la machine, mais de la marque. Ouais, il ment aux clients, machin, etc.
moi, je suis pas étonné, en fait, au final. Donc oui, je suis obligé de propager finalement ce mécontentement des utilisateurs, mais je suis pas étonné en ce qui me concerne et je suis pas en train de les blâmer. Ouais, en fait, ils ont un problème de communication. Mais point de vue matos, je peux vraiment le comprendre. Voilà, donc je cherche pas à les dédouaner, hein, c'est pas, il y a des erreurs qui ont été faites et tout, mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Ce côté, comprenez le prix de la machine, comprenez comment elle est fabriquée. Et vous allez voir que tout de suite, bah ouais, c'est normal que le support technique, il soit en Chine, il réponde avec des traductions avec de l'IA. Et puis, pour finir, et c'est un point important de la vidéo que je voulais vous dire, je rebondis sur le support technique. Et justement, c'est marqué tout. Le support technique, je l'ai vécu, je l'ai fait, et pas en tant qu'expert du support technique, mais les boîtes, quand elles commencent, on fait un petit peu tout. Donc, j'ai fait beaucoup de support technique pour Mango. J'ai aidé le support technique pour des cas très avancés, notamment à l'époque de Pixologic sur ZBrush, des boîtes où j'étais avant, Hexagon, Amapi, machin, etc. Donc, et puis, j'aime vraiment comprendre le support technique. C'est un point qui est vraiment important pour moi. Mais quand vous recevez un message au support technique qui dit ouais, votre machine c'est de la merde, trouvez-moi une solution, sinon je m'en ai un remboursement. Alors, je peux comprendre que la personne en face soit frustrée, soit énervée. Mais déjà, un bonjour, un au revoir, un merci, un s'il vous plaît, ça coûte pas, ça mange pas grand-chose. Et la personne en face a déjà plus envie de vous aider. Voilà. Je vous parle de ça d'expérience parce que je reçois les mêmes messages sur ma chaîne YouTube où des gens qui me disent ouais, j'ai acheté la machine, j'ai vu ton test, c'est de la merde, trouve-moi une solution au truc. Ou alors contacte la marque pour moi pour qu'ils me trouvent mon solution au support technique. Déjà, bon, pareil, pas bonjour, pas au revoir, et je sais pas quel est le problème. J'ai pas envie d'aider les gens. Donc voilà, mettez-vous à la place du support technique aussi en général, ça marchera beaucoup mieux. Décrivez le problème, montrez que vous êtes de bonne foi, parce que très souvent, le problème de support technique, c'est vraiment, comme on dit à chaque fois, c'est ce qui se passe entre le clavier et l'écran, quoi. C'est l'utilisateur qui est souvent à la cause de problèmes. Je ne veux pas dire que c'est la faute de tout le monde à chaque fois, attention. Des fois, c'est vraiment la machine, il y a des vraies pannes. Mais comprenez ça, tout simplement. Ça va vous aider. J'ai jamais de problème avec le support technique. Franchement, en général, je me mets à la place des gens, j'explique mon problème, c'est détaillé, j'ai fait des recherches avant et tout pour trouver des solutions. Quand je contacte le support technique, c'est je n'ai plus de solution. Et vous êtes plein à le faire, franchement, plein et plein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vous arrivez en gueulant, ah, ça va quand même moins marcher. Vous prenez les gens pour des cons, ah, ça va moins marcher. C'est du bon sens, tout simplement. Mais gardez ça en tête et ce sera quand même vachement plus cool pour vous et la personne en face. Maintenant, il y a des gens en face au support technique qui n'ont rien à foutre de votre tête, rien à foutre de la machine, c'est un taf comme un autre et bah, des fois vous tombez dessus, malheureusement, c'est comme ça. Mais quand le support technique est payé à coup de pied au cul parce que bah il y a pas, c'est un budget et que les boîtes n'en ont rien à foutre, c'est aussi ça le retour. Donc voilà, donc vous dire qu'Anycubic et Lego, Frozen, je sais pas quoi, moi, qui dit tout ça, eh ben c'est un peu la loterie. Et pour finir, juste un dernier petit point aussi. Alors juste sur le support technique, je suis très bavard sur ce genre de vidéo, j'en suis désolé, mais il y a tellement de trucs que j'ai envie de vous partager, que vous compreniez dessus. C'est que bah, c'est des marques, c'est des boulots de merde, faut pas se leurrer, le support technique. J'ai pas d'autres termes. Des gens qui kiffent le support technique, il y en a, mais c'est pour une certaine résilience quand même pour faire ce genre de boulot. Et je peux vraiment pas blâmer les gens en support des techniques, nos techniques. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un turnover gigantesque. Le nombre de gens qui restent que quelques mois et tout. Bah, le problème, les gens qui arrivent, il faut les former. T'as des tickets, etc. Et puis très souvent, c'est des gens qui sont pas comme nous passionnés par l'impression 3D. Donc vous, et des choses, c'est des problèmes. Ils répondent à une question. Vous savez qu'ils ont lu un script, ils n'ont pas compris même le problème que vous avez, il faut qu'ils demandent à des gens, ça va à droite à gauche. Bah parce que c'est du low cost encore et toujours. Ce qui veut dire que voilà, j'attends pas la même chose d'un support de chez Prusa, de Bamboo Lab que des Lego ou une machine qui a été vraiment grattée sur le prix. Voilà, gardez ça en tête, c'est vraiment très 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 important selon moi de comprendre comment marche ce business. C'est quand même vraiment super intéressant, c'est passionnant d'après de voir les machines autrement. Pourquoi elles sont faites comme ça? Parce que c'est de la tôle. La tôle c'est plus facile à plier, à découper qu'un moule en injection plastique, etc. Que ce type plastique est différent, que l'acrylique va être mieux par exemple que du verre, mais le verre trempé. Il y a plein de trucs comme ça à voir. Bon, faut s'y intéresser, mais on comprend forcément des choses là-dessus. Donc voilà pour toutes ces explications autour de ce sujet, franchement, je trouve intéressant à partager sur le low cost des imprimantes 3D. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre voilà, de vidéos. Est-ce que toutes ces explications sont intéressantes pour vous? Est-ce que vous aimez bien ces réactions à des commentaires? Est-ce que vous voudriez plus de podcasts, si on peut dire, voire carrément proposer sur la plateforme de podcast justement ce genre de vidéos pour en profiter dans les transports en commun, j'en sais rien, en déplacement et ce genre de choses. Sinon, bah, vous avez bien sûr les réseaux sociaux, que ça soit Instagram, TikTok, le canal sur Instagram.
Au passage, je vais vous le dire, bien sûr, vous abonner à la chaîne pour m'aider à atteindre ces 100 000 abonnés d'ici à la fin de l'année. Vous likez, etc. Le serveur Discord pour échanger avec la communauté. Et puis, surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Et je fais des gros bisous. Bye bye.